bienvenue à tous en ce vendredi amusant. Maintenant, beaucoup d'entre vous auront vu ma vidéo sur les Pre-Dreadnoughts français quand les hôtels partent en guerre. Elle est sortie il y a un moment, elle a été plutôt bien reçue. Mais l'une des questions qui revient dans les commentaires, ainsi que dans diverses autres vidéos, est pourquoi? Parce que bien sûr, cette vidéo couvrait principalement le comment et le quoi en ce qui concerne la construction de cuirassés français, mais le pourquoi est légèrement moins couvert. Alors j'ai pensé, discutons un peu maintenant et j'expliquerai certaines des principales raisons pour lesquelles les Pre-Dreadnoughts français ont fini par avoir l'aspect qu'ils avaient, qui était si unique par rapport à presque tous les autres Pre-Dreadnoughts, sauf ceux que les Français ont aidé à concevoir, parce que après tout ce style de design classique avec des canons à franc-bord extrêmes dans toutes sortes d'endroits étranges et merveilleux, et la coque supérieure et la superstructure semblables à un hôtel, cela a persisté un certain temps avant qu'ils ne l'abandonnent finalement. Il devait donc y avoir une raison. Alors la première et probablement la plus grande raison unique n'a en réalité rien à voir avec les navires eux-mêmes et tout à voir avec l'infrastructure française. Cela remonte à la guerre franco-prussienne, car lorsque vous regardez les autres grandes marines qui construisaient des cuirassés dans la dernière partie du XIXe siècle, et soyons honnêtes, nous parlons principalement de la Royal Navy, il y a une ligne assez continue de développement de navires et donc aussi une ligne assez continue d'infrastructures, de construction et de modernisation. Cependant, la guerre franco-prussienne a été une sorte de désastre pour la France, et le fait que la marine n'ait pas pu effectuer un blocus efficace de la minuscule marine prussienne ne lui a pas non plus rendu trop de service, et cela a signifié qu'entre la reconstruction des sections de la France qui avaient été ravagées par la guerre, l'énorme indemnité que les Prussiens ont imposée aux Français, la reconstruction de l'armée française et diverses autres préoccupations, le financement de la marine, en particulier celui des navires de ligne, a été interrompu pendant quelques bonnes années. Et bien que la construction de cuirassés ait finalement repris au fur et à mesure que les années 1870 avançaient, très peu de temps après, avec le développement de la torpille automotrice ou locomotive et l'avènement de la jeune école, la marine française s'est retrouvée dans une situation où elle était derrière la Royal Navy en termes de navires de ligne, considérablement en retard. Il n'y avait pas vraiment de marge pour rattraper. De plus, il avait toujours des budgets limités, même si de l'argent revenait, et cette nouvelle arme semblait rendre les cuirassés obsolètes de toute façon et pour un coût relativement faible. Et donc, la marine française a adopté la jeune école et il y a donc eu une continuation, pas tout à fait un moratoire sur la construction de grands navires de guerre, mais certainement un moratoire assez proche sur la construction de grands navires de capital en haute mer. Ils ont construit un certain nombre de navires de défense côtière, mais ce sont nécessairement des navires un peu plus petits et ce manque combiné de financement et pendant une période, un manque d'intérêt pour la construction de navires de guerre à grande échelle signifiait que lorsque les Français ont décidé qu'ils allaient abandonner les concepts de la jeune école et revenir à essayer de construire une flotte de bataille conventionnelle, une grande partie de leur infrastructure navale en termes de cales de lancement et surtout de chantiers navals, en particulier les docks secs pour entretenir les navires une fois qu'ils étaient en service, n'avaient vraiment pas été modernisés pendant près de 2 décennies ou si des travaux avaient été effectués, ce n'était pas grand-chose et cela signifiait qu'il y avait maintenant des contraintes quant à la taille d'un navire que vous pouviez construire pour la marine française sans également vous engager dans des travaux de modernisation de l'infrastructure extrêmement coûteux. Et bien sûr, même si une flotte de bataille était maintenant à la fin des années 1880 et au début des années 1890 de retour sur la table, les budgets étaient toujours assez serrés et donc des décisions de conception devaient être prises pour essayer de maintenir les navires qui allaient être construits, en gros dans les limites de ce que les installations portuaires existantes étaient, plutôt que ce que les installations portuaires de la marine française pourraient nécessairement vouloir. Cela a été quelque peu aggravé par le fait qu'étant l'une des plus anciennes puissances navales en Europe, une grande partie de l'infrastructure navale française existante n'était pas tant sur la côte, bien que les ports autour desquels ils étaient basés étaient côtiers,
mais plutôt basés dans les rivières et les estuaires qui menaient à la côte et ayant été présents pendant plusieurs siècles dans certains cas, beaucoup d'infrastructures civiles s'étaient développées autour d'eux et cela signifiait que dans pas mal de cas, il n'était tout simplement pas possible de moderniser l'infrastructure en termes de cales de lancement et de cales sèches parce qu'il y avait soit des choses sur le chemin si vous essayez d'aller plus loin à l'intérieur des terres, et même si vous pouviez procéder à une saisie de domaines éminents de cette terre ou démolir une partie de votre propre infrastructure de chantier naval comme des ateliers de cordage ou des greniers à mouler pour faire de la place pour des extensions, même alors, un grand navire, évidemment, avec une cale de lancement plus longue, pourrait ne pas être en mesure d'être lancé en toute sécurité dans les confins relativement étroits de certains chantiers navals français qui, comme nous l'avons dit, étaient basés sur des rivières et opéraient donc dans des environnements portuaires très étroits. Il y avait maintenant d'autres ports qui pouvaient être modernisés et des installations qui pouvaient être construites dans des emplacements légèrement plus appropriés pour le nouveau chiffre à 5 chiffres, navires de capital à déplacement, mais encore une fois, l'argent manquait et tout cela signifiait que les concepteurs navals français étaient confrontés à la tâche de construire des navires qui pouvaient rivaliser avec d'autres cuirassés européens, mais ils devaient les construire dans des cales et des chantiers navals qui étaient un peu plus courts qu'ils ne le souhaiteraient, et donc les navires devraient déplacer un peu moins qu'ils ne le souhaiteraient, et donc vous deviez vraiment presser un quart dans un pot de pinte, et ces contraintes de conception sont en partie ce qui a conduit à l'apparence plutôt unique des premiers pré-dreadnoughts français, mais les contraintes de taille physique étaient loin d'être la seule chose, bien que nous les référencerons constamment alors que nous passons en revue certains des autres facteurs, car tout se joue les uns contre les autres. Une autre raison derrière la disposition étrange des pré-dreadnoughts français étaient les idées françaises sur la manière dont les batailles navales seraient réellement menées. Un bon nombre de cuirassés de diverses marines, à la fois à la fin de l'ère des cuirassés et ensuite au début de l'ère des pré-dreadnoughts, étaient basés sur une configuration assez familière. 4 canons principaux dans 2 tourelles jumelles, une à l'avant et une à l'arrière. Il y avait des variations sur ce thème comme les cuirassés de la classe Victoria où, en utilisant des armes absolument colossales, ils ne pouvaient installer qu'une seule tourelle jumelle qu'ils plaçaient à l'avant ou alternativement certains de la classe qui les précédaient immédiatement, où ils en mettaient une à chaque extrémité, mais en général, lorsqu'il n'y avait pas d'autres contraintes de conception massive, principalement la taille de l'infrastructure ou le financement, vous auriez tendance à constater que, surtout à l'époque des pré-dreadnoughts, beaucoup de navires optaient pour 2 canons à l'avant, 2 canons à l'arrière. Les navires français, cependant, sont remarquables pour ne pas avoir fait cela pendant un certain temps. En effet, depuis le cuirassé Hoche de la fin de l'ère jusqu'au pré-dreadnought Bouvet de mi-période, tous les cuirassés français qui ont été construits avaient un seul canon lourd à l'avant, un seul canon lourd à l'arrière, et 2 canons plus petits, mais toujours lourds placés au milieu du navire, un de chaque côté. La seule exception à cela était le Brennus, qui avait une tourelle jumelle à l'avant, mais seulement une seule tourelle à l'arrière, et ensuite, après le Bouvet, la classe Charlemagne a finalement cédé et a opté pour des tourelles jumelles à l'avant et à l'arrière. Cette disposition était dictée par divers facteurs, en partie des restrictions de conception et en partie des considérations tactiques. Les considérations tactiques étaient que, pendant cette période de conception des années 1880 et du début des années 1890, la marine française ne pensait pas vraiment que les batailles navales allaient être des engagements de lignes de bataille en largeur dans la même mesure qu'auparavant. Il y avait encore, à ce stade, l'idée que le bélier pourrait être une chose, mais plus généralement l'augmentation de la vitesse des cuirassés par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire une décennie auparavant signifiait que les gens pensaient que la bataille pourrait se transformer en une sorte de mêlée tourbillonnante, ce qui, dans une certaine mesure, n'était pas une mauvaise conclusion à laquelle arriver. Avec la possibilité d'attaque de torpilles perturbant la ligne de bataille, le fait que le bélier était toujours très présent, le fait que les cuirassés eux-mêmes sont équipés de leurs propres torpilles,
et la portée réelle de combat des canons était encore très limitée, et le temps de rechargement des plus gros canons était assez long. Il était tout à fait raisonnable de s'attendre à ce que, dans le temps entre une grande bordée et la suivante, toute la ligne de bataille ait sombré dans le chaos le plus total. À cet égard, plutôt que d'avoir une paire de canons montés en jumelles, un ensemble à l'avant et un ensemble à l'arrière, ce qui vous donnerait une bordée de 4 canons, en optant pour la disposition en losange que les premiers pré-dreadnoughts français et les derniers cuirassés ont adopté, bien que vous soyez limité à seulement 3 canons sur la bordée, cela signifiait qu'en théorie, vous aviez aussi 3 canons qui pouvaient tirer à l'arrière et 3 canons qui pouvaient tirer à l'avant. Ce qui signifiait que vous aviez une bordée universelle, encore une fois, du moins en théorie, de 3 canons, ce qui signifiait que dans 2 de vos 4 principaux arcs de tir, avant et arrière, bâbord et tribord, vous auriez en fait un canon supplémentaire par rapport à un navire qui n'avait que 2 tourelles jumelles, 2 qui évidemment à l'avant et à l'arrière ne pouvaient tirer que 2 canons. Il y avait aussi des préoccupations que si une tourelle était touchée ou presque manquée et essentiellement immobilisée d'une manière ou d'une autre. Si vous aviez 4 canons, dans 2 montages jumeaux, que ce soit des barbettes ouvertes ou des tourelles, alors un coup sur l'un d'eux signifiait que vous perdiez la moitié de votre armement et tout votre armement sur l'arc avant ou arrière, alors que si vous aviez 4 canons, même si ou de calibres inégaux, répartis en formation de diamants, alors la perte de n'importe quel mont seulement signifiait la perte d'un quart de votre puissance de feu, et crucialement, vous auriez encore les 2/3 de votre batterie capable de tirer dans cet arc particulier. Donc, si vous perdiez, disons, votre mont tribord, d'accord, donc vous êtes réduit à 2 canons, mais vous avez toujours 2 canons qui peuvent tirer à tribord. Si vous perdez ce même mont, vous pouvez aussi toujours tirer 2 canons à l'avant ou 2 canons à l'arrière. Et si vous perdez votre mont avant, vous pouvez toujours tirer 2 canons vers l'avant, depuis les monts bâbord et tribord, et vous pouvez toujours tirer 2 canons sur le flanc, et dans une mêlée tourbillonnante, si vous perdez votre mont de canon bâbord ou tribord, eh bien vous pouvez faire pivoter votre navire, et vous revenez à un flanc à 3 canons de nouveau. La doctrine navale française de l'époque mettait particulièrement l'accent sur le fait que vous pouviez avoir 3 canons tirant vers l'avant au lieu de seulement 2, et cela jouait également un peu dans quelque chose dont nous parlerons dans un instant, qui est le design en forme de carène renversée, parce qu'avec la carène renversée inclinant les côtés de la coque, cela signifiait que les canons montés en barbette ou en tourelle avaient des arcs de tir relativement dégagés à l'avant et à l'arrière. Le choix d'un calibre légèrement plus petit pour les canons montés sur les ailes était en partie lié à cette restriction sur la taille globale causée par les restrictions sur l'infrastructure navale, car si vous mettez 4 canons simples de 12 pouces tout autour du navire, il finirait par être trop lourd et trop instable sur le déplacement d'environ 11 000 à 12 000 tonnes que la plupart des cuirassés français tardifs et des pré-dreadnoughts précoces pouvaient être construits, et en partie parce que, à très courte portée, on pensait que l'arme de calibre légèrement plus petit serait toujours capable de pénétrer l'armure d'un cuirassé, mais étant une arme plus petite, avec donc un ensemble de charges plus léger et un obus plus léger, vous pourriez être capable de le tirer un peu plus vite, ce qui était aussi en partie la logique derrière les pré-dreadnoughts allemands armés de 9,4 pouces. Bien sûr, il y avait pas mal de points négatifs associés à cette disposition des canons. Tout d'abord, bien sûr, vous aviez différents canons avec différents arcs balistiques, et bien que dans les années 1890 et début à mi-1890, ce n'était pas tant un problème qu'avec le temps et que les distances d'engagement se sont allongées, cela deviendrait plus un problème, bien que pour être juste, vous n'auriez probablement pas pu prévoir cela dans la première moitié des années 1890, lorsque le dernier de ce type de disposition pour les cuirassés était en cours de conception. Un problème beaucoup plus important, cependant, était le fait que si vous aviez un navire plus conventionnel, avec une paire de montures jumelles, vous aviez 2 grands magasins que vous deviez défendre avec une armure, et bien sûr, cela serait à chaque extrémité du navire. Avec cette disposition, non seulement vous aviez une paire de magasins légèrement plus petits, mais toujours relativement grands à défendre à chaque extrémité du navire pour empêcher le navire d'exploser, mais vous aviez maintenant aussi 2 autres magasins au milieu du navire, ce qui signifiait que collectivement, vous aviez en réalité augmenté la surface totale de votre navire si vous le regardiez sur le flanc,
ou un obus frappant au hasard sur la coque de votre navire aurait une chance d'affecter soit directement, soit potentiellement indirectement les magasins principaux des canons avec un effet plutôt dévastateur. Un autre problème avec les montures d'ailes lorsqu'elles sont couplées avec le design de la maison de chute, mais pour être juste, aurait probablement aussi été un problème avec une forme de coque plus conventionnelle, était le fait que l'approvisionnement en munitions pour ces canons montés sur l'aile, les barbettes, etc. était soit juste sur le bord de la coque, soit en effet projeté directement hors de la coque, ce qui signifiait que tout obus qui les frappait interféraient directement avec leur dernière ligne de défense, alors qu'au moins avec les tourelles centrales, qu'elles soient simples ou jumelles, vous avez au moins en théorie la défense de la ceinture d'armure du navire d'abord, et ensuite l'armure de la barbette à l'intérieur, ou si vous êtes frappé un peu plus haut, il y a au moins la coque et peut-être une structure interne qui pourrait soit servir à déclencher le fusible sur un obus, soit au moins le ralentir fractionnellement avant qu'il ne frappe la barbette ou l'armure. Ainsi, ces magasins situés au milieu du navire étaient une véritable vulnérabilité si ces navires français avaient réellement vu un combat direct contre des adversaires de même niveau, et vous aviez aussi le fait que ces magasins étaient assez proches des chaudières et des tuyaux de vapeur, ce qui signifiait qu'il fallait les garder au frais et donc garder la propellant à la fois stable et de performance relativement similaire à d'autres canons dans d'autres positions était une tâche quelque peu ardue. Et comme si cela ne suffisait pas, avoir 4 tourelles, 4 barbettes, 4 ensembles de monte-charge, tous séparés et individuels, signifiait que vous utilisiez beaucoup plus du poids de votre navire que si vous utilisiez une disposition plus conventionnelle à 2 canons à l'avant, 2 canons à l'arrière. Quelque chose qui a été spécifiquement noté dans la conception de la classe Charlemagne, où même s'ils sont passés à 4 canons de 12 pouces ou 305 mm, au lieu d'une paire de 305 et une paire de 274, ils ont en fait économisé du poids en n'ayant que les 2 tourelles, les 2 magasins, les 2 barbettes au lieu de 4. Mais à l'époque, l'utilité d'avoir ce tir à 3 canons tout autour était considérée comme un avantage suffisamment important dans la bataille pour que ces sacrifices en valent la peine. De plus, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y avait un certain degré de restriction sur la taille totale des navires en raison des restrictions sur l'infrastructure en jeu, parce que la coque à renflement n'était pas là juste pour donner aux canons latéraux un peu plus d'arc de tir clair, comme nous en discuterons dans une minute, il y avait beaucoup plus de raisonnement derrière cela. Et avec une coque supérieure relativement étroite, une tourelle jumelle à l'avant et à l'arrière pourrait finir par occuper trop d'espace, car bien sûr elles seront nécessairement un peu plus grandes que les tourelles simples, et cela pourrait alors bloquer l'accès à l'avant et à l'arrière pour l'équipage du navire, essayant de servir divers systèmes vitaux. De plus, vous avez également les problèmes du barbet étant inquiétant proche de l'extérieur de la coque ou potentiellement projetant légèrement de celle-ci. Eh bien, un magasin de 274 mm, c'est assez mauvais, un magasin assez grand pour contenir assez de munitions pour une paire de canons de 12 pouces ou 305 mm, c'était un pas un peu au-delà de ce que les concepteurs français étaient prêts à prendre jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir des coques un peu plus larges. C'est donc pour cela que cette première génération de cuirassés modernes français a la disposition légèrement étrange en diamant pour leurs canons principaux. À ce stade, vous pensez sûrement que je dois aborder cette rentrée et l'apparence résultante d'un hôtel. Eh bien oui, mais aussi non. Nous allons encore parler de cela, mais je pense qu'il est en fait plus important de parler d'armure, car en plus de tout ce que nous venons de discuter, la doctrine française sur la disposition de l'armure avait tout autant, sinon plus, à voir avec l'adoption de la coque en rentrée qu'autre chose. Alors, en quoi cela différait-il des idées de tout le monde sur l'armure ? Eh bien, pour cela, vous devez en fait remonter le temps encore plus loin que la guerre franco-prussienne, jusqu'au tout début de l'ère des cuirassés, au début des années 1860, et ici, il y a une certaine différence entre les cuirassés français et les britanniques. Les cuirassés britanniques, commençant évidemment par le Her Majesty's Ship Warrior,
ont adopté l'idée d'une citadelle centrale, l'idée étant que la proue et la poupe du navire pouvaient être criblées de trous car elles étaient effectivement non protégées, mais cette citadelle centrale, qui devrait en théorie rester inviolée, aurait suffisamment de flottabilité en elle-même pour maintenir le reste du navire à flot. C'était un concept qui, pour la plupart des navires de guerre, se poursuivrait d'une manière ou d'une autre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, bien que certains navires manquent de flottabilité de réserve dans la citadelle pour les maintenir à flot si les extrémités étaient criblées de trous, mais ils étaient l'exception plutôt que la règle. Cependant, les Français, à partir de Gloire, avaient opté pour un blindage complet de la coque de bout en bout. Maintenant, comme il fallait rapidement augmenter l'épaisseur de l'armure à mesure que les canons devenaient plus meurtriers, il était clair qu'on ne pouvait pas blinder entièrement le côté du navire de bout en bout, car cela nécessiterait, à l'épaisseur requise, beaucoup trop de poids pour rendre le navire soit négativement flottant, soit instable, ce qui entraînerait très rapidement une flottabilité négative. Ainsi, la ceinture d'armure française a commencé à se raccourcir en hauteur, mais pas en longueur. Maintenant, chose intéressante, les cuirassés britanniques et autres, tout en conservant le concept de citadelle, commenceraient à étendre leur ceinture jusqu'aux extrémités des navires, avec des ceintures plus légères placées à ces positions, et cela finirait par évoluer en ce que nous appellerions le système d'armure distribué tel qu'on le trouve dans les cuirassés de la Première Guerre mondiale et une ou deux conceptions des années 1930. Mais en France, ils insistaient pour transporter autant de protection que possible sur toute la longueur de la ligne de flottaison, car bien sûr, la ligne de flottaison est l'endroit où les obus de l'époque, s'ils devaient laisser entrer l'eau, devraient frapper. Les impacts d'obus sur cette zone pourraient détruire des choses, mais en théorie, ils ne pouvaient pas laisser entrer l'eau, donc il était plus important de protéger la partie inférieure de la coque exposée du navire, et bien sûr, c'était une époque bien avant les obus plongeants. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passait pendant la période des cuirassés, même la doctrine française a dû admettre que peut-être protéger la partie centrale du navire, ce que la plupart des gens appelleraient la citadelle, était un peu plus important que de protéger les extrémités, et donc la partie centrale de la ceinture d'armure deviendrait un peu plus épaisse, mais les extrémités de cette ceinture d'armure, à l'avant et à l'arrière, resteraient assez épaisses par rapport au blindage que l'on trouve sur la plupart des autres navires. Maintenant, bien sûr, si vous avez une armure très épaisse et répartie sur une longueur assez importante du navire, comme nous l'avons mentionné auparavant, la hauteur doit diminuer, car vous ne pouvez mettre qu'une certaine masse en armure, et donc vous commencez à obtenir une ceinture d'armure très très épaisse, mais très longue et très peu profonde, qui se développe le long des cuirassés français, du moins jusqu'à la fin de l'ère pré-Dreadnought, et au fur et à mesure que le temps passe et que les canons deviennent de plus en plus puissants, vous devez commencer à ajouter de plus en plus de fer, et ensuite d'armure composite, et ensuite d'acier sur les navires. Bien qu'avec l'armure composite et l'acier, vous pouvez obtenir un peu plus de protection par unité de poids, mais les canons deviennent de plus en plus lourds. Donc l'épaisseur réelle ne tend pas à diminuer trop jusqu'à ce que vous arriviez à l'ère de l'acier. Harvey et Krupp, qui sont un peu après le point où le classique, si vous voulez, cuirassé français pré-Dreadnought, était en cours de conception. Maintenant, en dehors de l'armure de tourelle et plus tard de l'armure de pont protégé, cela signifiait que les cuirassés français, en proportion, portaient en réalité beaucoup plus de poids d'armure que beaucoup de leurs contemporains, mais cela ne couvrait pas près autant de surface. Cela ne couvrirait qu'une bande d'eau relativement étroite. Ce n'était pas seulement une question de masse pure, mais aussi de stabilité. Ajouter trop d'armure en hauteur rendait le navire instable. Mais si vous avez mis tout ce poids dans l'armure relativement bas dans le navire et que vous avez un déplacement limité à travailler sur la base, comme nous l'avons discuté précédemment, des considérations budgétaires et de la taille du quai, vous allez devoir trouver ce poids ailleurs dans la conception pour compenser. Et c'est principalement là que le renflement entre en jeu, parce que bien sûr, plus le poids est trouvé haut dans le navire, plus l'effet de ce poids a sur la stabilité. Si vous avez, disons, une masse de 100 tonnes de quelque chose à la ligne de flottaison du navire et vous avez une masse d'1 tonne de quelque chose sur le pont supérieur,
où vous trouvez par exemple les tourelles de canon principales, bien qu'elles soient d'une toutes deux de 100 tonnes. Grâce à la loi des moments, le poids de 100 tonnes qui est plus haut a un effet proportionnellement beaucoup plus grand sur la stabilité du navire, et donc ce que les concepteurs français ont imaginé était bien si vous donnez à la coque ce renflement. Donc vous avez un joli coque large en bas où vous pouvez installer les moteurs et les magasins et ensuite les protéger avec votre bande d'armure de ceinture de ligne de flottaison de faible hauteur et ensuite vous commencez à réduire considérablement la coque en montant. Alors vous vous retrouvez avec, à la fois en termes absolus, moins de poids en haut, parce que vous savez, disons que vous avez une largeur de 18 mètres. Si vous avez réduit la largeur de la coque au moment où vous arrivez au pont supérieur à 9 mètres, eh bien, vous avez économisé 9 mètres à ce niveau de structure. Et étant assez haut, c'est une quantité considérable de stabilité que vous avez économisée au moins tant que l'eau est à l'extérieur du navire. Et cela se lie à l'apparence d'hôtel de beaucoup des premiers pré-dreadnoughts français et de certains des cuirassés de la fin de l'ère. Parce que si vous avez une ceinture d'armure très peu profonde en bas, alors par déduction, à part les barbettes sur ces tourelles d'ailes exposées, les principales et certaines des plus petites qui se développeraient plus tard, le reste de cette coque n'est pas vraiment très fortement blindé du tout. En fait, pour la plupart, il n'est pas blindé, c'est juste du plaquage de coque. Et si c'est juste du plaquage de coque sans résistance spéciale contre les coups directs des obus ennemis, alors vous pourriez aussi bien avoir une tonne de hublots et de fenêtres et ainsi de suite pour permettre à la lumière et à l'air d'entrer dans le navire car ils ne diminuent pas substantiellement les capacités de protection de la coque du navire et ils offrent des avantages en termes de santé grâce à une meilleure ventilation et une meilleure lumière. Donc cela semble être une situation gagnant-gagnant, mais ensuite, bien sûr, vous avez le fait que parce que le gauchissement vous fait économiser tellement de poids et tellement de stabilité en hauteur, vous pouvez alors aborder l'un des autres grands soucis qui a tourmenté beaucoup de cuirassés de la fin de l'ère et de premiers pré-dreadnoughts, et c'était le franc-bord. Le franc-bord est la hauteur de la ligne de flottaison jusqu'au pont supérieur. Si votre franc-bord est très bas, alors par temps agité, ou si votre navire a particulièrement tendance à tanguer, vous allez avoir beaucoup d'eau verte sur le pont. Ce n'est pas très bon pour le combat avec les canons, ce n'est pas très bon pour la santé de votre navire en termes d'équipage, car tout devient humide, ce n'est pas très bon pour la longévité de vos pompes de cale, car l'eau entre par les écoutilles en haut et d'autres endroits où elle ne devrait vraiment pas être, et cela limite également votre vitesse, car chaque fois que vous prenez de l'eau verte par les traves, vous perdez de l'énergie. Au début des années 1890, par exemple, la Royal Navy a essayé de résoudre ce problème avec la classe Royal Sovereign, qui, selon qui vous demandez, est soit leur dernier cuirassé, soit la première génération de pré-dreadnought, mais l'une des choses que vous remarquerez à propos de tous les Royal Sovereigns, sauf le Hood qui avait de lourdes tourelles à l'ancienne et donc un franc-bord bas, c'est que le reste d'entre eux payent pour leur haut franc-bord en se débarrassant des tourelles et en ayant simplement les canons là-bas à l'air libre dans des barbettes ouvertes. Le Tumble Home, en revanche, semblait offrir le meilleur des deux mondes car vous aviez économisé tellement de poids et de stabilité que vous pouviez maintenant monter vos canons principaux avant et arrière assez haut et toujours les avoir protégés dans des tourelles, plus le franc-bord vous donnant évidemment en théorie une bien meilleure tenue en mer qu'un navire à franc-bord généralement plus bas. Et donc avec cette tendance à des francs-bords de plus en plus hauts, cela signifiait aussi que vous aviez proportionnellement à presque tous les autres pré-dreadnoughts, même ceux comme les Royal Sovereigns, une hauteur de coque considérable au-dessus de l'eau, ce qui bien sûr vous fait paraître encore plus comme un bâtiment. Si vous regardez une photo d'un Royal Sovereign par exemple, vous pouvez compter 2 rangées de hublots le long de la partie principale de la coque. Alors que si vous regardez beaucoup des premiers pré-dreadnoughts français, en particulier bien sûr le Carnot, mais pratiquement tous les autres aussi, vous pouvez généralement compter 3 rangées de hublots le long d'au moins une bonne partie de la longueur du navire. Maintenant, il y avait bien sûr des inconvénients significatifs à la conception du Tumble Home, l'un d'eux étant que si vous commenciez réellement à y faire des trous, il n'avait pas tant de résistance que ça lorsque les navires commençaient à guérir des inondations, comme cela a été plutôt dramatiquement démontré à la fois par certains navires de guerre russes, conçus par les Français à la bataille de Tsushima, et par de véritables navires de guerre français, comme le Bouvet aux Dardanelles pendant la Première Guerre mondiale.
Mais il y avait aussi des effets initialement inattendus. Parce que les ponts supérieurs étaient maintenant beaucoup plus étroits, cela signifiait qu'un grand nombre de choses qui seraient normalement relativement espacées sur le pont d'un cuirassé, comme les canaux du navire, les passerelles pour aller à l'avant et à l'arrière, et l'armement secondaire et tertiaire du navire, plus une superstructure pour les quartiers d'habitation à cette hauteur, devaient tous soudainement être entassés dans une zone beaucoup plus petite. Et parfois, en fait, la plupart du temps, il n'y avait tout simplement pas assez d'espace pour tout cela, et donc soudainement, les choses devaient être empilées les unes sur les autres, les bateaux par exemple, et ensuite, vous deviez avoir un pont ouragan pour passer tous les bateaux empilés, et puis quelqu'un a réalisé que, génial, nous avons tous ces bateaux multi-empilés au cœur du navire. Malheureusement, l'eau est tout le chemin là-bas au bord du navire où se trouve la ligne d'eau, ce qui signifie maintenant tout à coup, au lieu de se contenter de daviers réguliers, vous devez avoir des daviers spéciaux extra lourds à longue distance et quelques grues assez lourdes à haute capacité pour déplacer tous ces bateaux de vos ponts tout le chemin dehors afin que vous puissiez les abaisser dans l'eau au lieu de simplement les rebondir sur le côté de votre navire et déformer votre navire et casser le bateau. Et pendant que bien que toutes ces mesures n'aient pas entièrement éliminé les avantages de stabilité initiale offerts par le renversement, elles y ont beaucoup entamé. Mais cela explique aussi la nature quelque peu chargée de beaucoup de superstructures de pré-dreadnoughts français du début, et le degré parfois quelque peu ridicule de passerelles presque d'usine qui semblent avoir été collées sur certains d'entre eux. Un autre élément qui ne joue vraiment pas en faveur des premiers pré-dreadnoughts français spécifiquement, moins encore les cuirassés de la fin de l'époque comme le Hoche, parce qu'ils étaient de toute façon pratiquement uniques, c'est qu'en raison de toutes ces restrictions auxquelles ils étaient confrontés, et honnêtement aussi grâce à la jeune école, un manque quelque peu d'expérience récente dans la conception de cuirassés, lorsqu'il s'agissait de construire la première série principale de pré-dreadnoughts français, que certaines personnes appellent optimistiquement la classe Charles Martel, au lieu de donner des plans aux différents chantiers navals français et de dire « c'est ce que nous voulons que vous construisiez », comme, ils le feraient plus tard. Au lieu de cela, les chantiers navals ont reçu une liste de spécifications. Les navires doivent être armés d'au moins ce nombre de canons de ces types. Il doit avoir au moins cette quantité d'armure, doit aller à au moins ce genre de vitesse, etc., ne doit pas dépasser ce déplacement jusqu'à 12 000 tonnes dans ce cas particulier. Et ensuite, les chantiers navals ont été donnés non pas entièrement, mais presque une main libre dans la réalisation réelle de cet ensemble de spécifications sur papier. Et bien sûr, chaque chantier naval qui avait ses propres concepteurs avait ses propres idées sur comment remplir ces spécifications et quels compromis étaient plus acceptables que d'autres, couplé avec le fait qu'un certain nombre de ces chantiers navals avaient une rivalité absolument légendaire dans certains cas remontant à des siècles, au point que, dans quelques cas, ils insistaient virulemment à ne pas utiliser certains fournisseurs purement et entièrement parce qu'un autre chantier naval qu'ils n'aimaient particulièrement pas utilisait ce fournisseur particulier. Et donc vous vous retrouviez avec une variété de navires qui, techniquement parlant, répondaient tous à la même spécification, mais qui avaient tous l'air radicalement différents, et c'est à peu près la version courte des principales raisons pour lesquelles ces premiers pré-dreadnoughts français et cuirassés de la fin de l'ère ont l'air qu'ils ont. Comme nous l'avons couvert, il y avait beaucoup d'inconvénients à certaines de ces décisions de conception, mais comme nous l'avons également couvert, il y avait des raisons pour lesquelles ils ont pris ces décisions. Et au fond, honnêtement, cela se résume vraiment à cette limitation de taille de chantier naval que nous avons mentionnée au début. S'ils avaient été autorisés à construire des navires plus grands, ce qui aurait nécessité que le gouvernement français investisse dans plus d'infrastructures navales et des infrastructures navales plus grandes, alors le rentrant aurait été moins nécessaire car si vous pouviez construire un navire plus grand avec un déplacement plus important, cela signifierait qu'il aurait également une plus grande stabilité, ce qui signifie que vous n'auriez plus nécessairement besoin du rentrant, même si vous vouliez conserver la disposition en diamant légèrement étrange des canons.
La doctrine de l'armure arrive en deuxième position, car bien sûr, si vous adoptiez une disposition d'armure plus conventionnelle, alors vous n'utiliseriez pas autant de poids pour votre armure, ce qui signifie encore une fois que vous pourriez distribuer ce poids beaucoup plus ailleurs. Donc un navire plus grand, avec une doctrine d'armure légèrement plus conventionnelle, ressemblerait beaucoup plus aux pré-dreadnoughts de tout le monde. Encore une fois, même si vous conservez les tourelles d'ailes et si votre armure couvre une zone plus large, alors bien sûr vous n'avez pas autant de hublots, donc vous ne ressemblez pas autant à un hôtel, et si vous n'utilisez plus le gaillard, alors vous ne pouvez pas aller aussi absurdement haut que certains l'ont fait, et donc encore une fois vous allez ressembler moins à un hôtel, et avec des ponts supérieurs plus larges, vous pouvez espacer vos cheminées, vos mâts, votre superstructure, vos bateaux et vos grues, et avoir besoin de grues et de bossoirs plus petits dans un agencement beaucoup plus sain. Et donc, encore une fois, vous n'allez pas ressembler tout à fait à une usine de grues échappée collée sur le dessus d'un bâtiment d'hôtel. J'espère que cela vous a éclairé sur la mentalité des concepteurs de navires français et les raisons derrière leur design. Mais comme mentionné, nous n'avons abordé que les raisons principales. De nombreux détails complexes entrent dans la conception de chaque navire de guerre, et ceux-ci ne font pas exception. Donc, si vous voulez discuter de certains des points de détail plus fins qui vont au-delà de ce dont nous venons de parler, alors n'hésitez évidemment pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Je sais, grâce à des discussions ailleurs avec des historiens navals français et ma propre bibliothèque d'ouvrages de référence, qu'il y a énormément de choses en coulisses quand il s'agit de la conception de navires français de la fin des années 1880 et du début des années 1890. Certains d'entre vous peuvent remarquer que je n'ai pas parlé de certains des éperons qui semblent au moins comiquement grands, principalement montés sur les croiseurs blindés français, et la raison principale pour laquelle je ne les ai pas couverts est qu'avec une ou deux exceptions, ils sont principalement montés sur les croiseurs blindés français sous les formes les plus exagérées, mais là encore, il y a une bonne raison à cela, mais c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo pour un autre jour. En attendant, merci d'avoir regardé, et si vous avez atteint ce point, juste une petite note, j'ai mentionné cela dans le Patreon Dry Dock, et j'ai dit que je ne le mentionnerai qu'une ou deux fois de plus, eh bien c'est une fois de cette une ou deux fois, mais l'algorithme YouTube au cours des derniers mois semble avoir décidé qu'il n'aime pas un certain nombre de chaînes YouTube basées sur l'histoire et ne les montre pas aux gens, ou les montre à des personnes très différentes, qui ne sont peut-être pas très intéressées, ce qui a évidemment frappé ces chaînes assez durement, y compris celle-ci, et un certain nombre de téléspectateurs ont signalé par exemple ne pas avoir vu un seul guide de 5 minutes dans leur fil d'abonnement pour plus d'un mois, malgré le fait que je n'ai manqué d'en publier aucun. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez la chaîne, veuillez le faire. Si vous êtes abonné, essayez peut-être de voir si cette cloche, si l'icône de notification fonctionnera. Bien sûr, il y a des liens vers et Patreon dans la description de la vidéo, et maintenant que j'ai dit cela, j'espère que ce sera la dernière fois que vous m'entendrez en parler pendant un bon moment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté, et à bientôt dans une autre vidéo.